BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Patrick Martin, candidat à la présidence du MEDEF. Bonsoir Patrick Martin. Bonsoir. Vous êtes venu ici comme vice-président, vous êtes venu ici plusieurs fois évidemment. Là, la donne a un peu changé parce que vous êtes donc candidat à la présidence du MEDEF. Face à vous, une femme, Dominique Carla, que j'ai reçue aussi dans les mêmes conditions. Et puis avec la date butoir qui sera le 6 juillet. Et avant, vous viendrez débattre le 28 juin face à Dominique Carla, ici dans les studios de BFM Business. Beaucoup de questions à vous poser sur votre programme, sur ce que vous voulez du MEDEF. J'ai noté que vous vouliez un MEDEF un peu différent de celui existant. Vous nous direz comment, pourquoi, qu'est-ce que n'a pas fait Geoffroy de Roubaix-Bézieux, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, puisque vous étiez aussi en charge. On va commencer par 2-3 questions d'actualité forte. Vous avez vu, peut-être suivi les manifestations, 14e manifestation contre la réforme des retraites. On voit que c'est le taux de participation le plus bas, en fait. Est-ce que pour vous, c'est un baroud d'honneur, il fallait le faire? Est-ce que pour vous, la réforme des retraites, ça y est, c'est plié, c'est derrière vous, derrière nous? Je pense et je souhaite que ce soit derrière nous. Je crois que tout a été dit. On a vu que la mobilisation sociale n'avait pas produit d'effet. Elle était relative dans le privé. Elle a même été assez faible dans le privé. Donc voilà, il y a un moment où il faut que ça atterrisse. Oui, mais parce que c'est plus difficile de faire grève dans le privé. Pourquoi? Parce que dans le public, c'est plus facile, c'est plus accepté que dans le privé. Ah non, enfin sincèrement, je vois pas pourquoi. Non, enfin les entreprises privées respectent la légalité, ne peuvent pas empêcher qui que ce soit d'aller faire grève. Oui. Donc pour vous, c'était surtout le public en fait qui faisait grève? C'était surtout le public. Je me garde de penser que les salariés du privé adhéraient à la réforme. Il y a une manière de résignation de leur part, mais je le redis, il y a eu très peu de mobilisation dans le privé depuis le départ. Est-ce que vous pensez que donc le gouvernement a eu raison de passer en force? Est-ce que vous... Et même, on voit qu'il y aura cette discussion jeudi prochain à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi, le projet de loi d'Elliott. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'il se serait bien qu'au moins une fois, l'Assemblée nationale vote pour cette réforme des retraites? Écoutez, on ne va pas réécrire le film. Il y a probablement eu des maladresses dès l'origine, d'ailleurs, dans la présentation, ne serait-ce que des finalités de cette réforme. Il y a eu un peu de flottement. Bon, voilà, ça s'est produit ainsi. C'est assez malheureux parce que ça a contribué aux crispations dans le pays. Mais je le redis, il faut que ça atterrisse maintenant. Après, moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne sais pas si le projet de loi Elliott pourra simplement être voté. Moi, je ne le souhaite pas. Ouais. Vous ne le souhaitez pas, d'accord. Au moins, c'est clair. Est-ce que vous nous dites, de toute manière, il faudra une autre loi sur une autre réforme des retraites, c'est insuffisant? Je crains qu'il faille une nouvelle loi sur la réforme des retraites parce qu'il y a des données fondamentales démographiques, tout simplement, qui conduisent à penser que ce sera nécessaire. Et qu'à partir de là, d'ailleurs, le fait d'avoir un peu vidé de sa substance, de son rendement financier, la réforme, avant même qu'elle soit présentée au Parlement, ne fera qu'accélérer en quelque sorte la prochaine échéance. Mais on a d'autres solutions, on a notamment la solution des retraites par capitalisation. Oui. Vous êtes favorable au fonds en pension, vous pensez que d'une manière ou d'une autre, il faudra que la France y arrive? Moi, ça fait partie de ces nombreux sujets tabous, idéologisés. Il y a quand même une distorsion de traitement entre le public où il existe des retraites par capitalisation et le privé. Je pense qu'à un moment donné, tout simplement parce qu'il va falloir financer non seulement les retraites, mais l'économie du pays, singulièrement la révolution environnementale, on aura besoin de ces retraites et c'est pas un sujet tabou. Autre actualité extrêmement forte, parce que derrière il y a une crise qui se profile, enfin qui est déjà là, c'est la crise du logement avec des propositions qui étaient très attendues. Après le CNR consacré justement au logement, Elisabeth Borne a fait des propositions, c'était lundi, donc c'était hier, pardon, des propositions 16 propositions sur les 200 qui avaient été proposées justement par le Conseil national de la refondation consacré au logement. Est-ce que pour vous ce sont les bonnes réponses? Vous avez parmi vos soutiens, vous avez beaucoup de fédérations du BTP, du logement. Est-ce que pour vous c'est la bonne réponse ou est-ce que ça va un peu à côté? Non, c'est pas par clientélisme que je vais dire ce que je vais dire. Ça veut dire que vous connaissez bien, quoi. Oui, voilà, je connais bien le sujet. Ça fait des mois et des années que je m'intéresse à ce sujet, dont tout le monde n'a pas conscience que, bien sûr, il intéresse directement la filière construction, mais il intéresse le pouvoir d'achat, il intéresse la mobilité sociale des Français. Et donc, on a un marché extrêmement tendu. On a 2 400 000 Français qui attendent un logement social. C'est une situation intenable. Les réponses qui ont été apportées sont très timides, elles sont très insuffisantes au regard de cet enjeu. Qu'est-ce qu'il aurait fallu en plus?
Je sais pas, encadrer le foncier, bloquer les loyers. C'est quoi les préconisations? Non, mais d'abord, il faut faire revenir l'investissement. Candidat à la présidence du MEDEF. Oui, il faut faire revenir l'investissement vers le logement. Très sincèrement, à l'heure actuelle, si vous êtes un investisseur privé et que vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, vous ne gagnez pas d'argent en investissant dans l'immobilier. Avec les taux, avec le renchérissement des coûts de construction, avec des loyers plafonnés ici ou là, ça n'est plus rentable. Après, effectivement, il faut réintéresser les élus locaux à la construction. C'est un effet pervers de la suppression de la taxe d'habitation, qui est compensé d'ailleurs par certains élus par une augmentation de la taxe foncière. Oui, oui. Donc ça vient encore altérer le rendement de l'investissement immobilier. Donc on a toute une palette de solutions. Il y a le statut du bailleur privé qui, je pense, est une bonne solution, qui permettrait de défiscaliser partiellement les revenus immobiliers. Donc voilà. Et le gouvernement a une vision un peu, comment dire, un peu étriquée de ce sujet du logement, strictement budgétaire et d'ailleurs un peu occulté. Hein, c'est-à-dire C'est ma question d'après, du reste. Ouais. Oui. Bon, alors je l'anticipe. Non, mais allez-y, je vous en prie. Répondez à ma future question. Voilà. Non, on nous dit la politique du logement coûte extrêmement cher. Enfin, elle rapporte beaucoup. Hein. Je peux vous dire qu'actuellement, avec la baisse des transactions immobilières dans l'ancien, dans le neuf, il y a des départements qui commencent à s'inquiéter parce que c'est une recette essentielle des droits de mutation. Si vous aviez une mesure. Il faut d'abord réintéresser les maires à la construction. Les maires sous la pression de leurs électeurs. Hein, oui, c'est ça, oui. Oui, alors là aussi, c'est une contradiction qu'on se doit de gérer. Moi, au titre du MEDEF, si je suis élu, je souhaite qu'on pose ces sujets-là. Les mêmes qui déplorent que leurs enfants ne puissent plus se loger ne veulent pas qu'on construise à côté de chez eux. Donc il faut que la population, les habitants, les élus, les maires retrouvent un intérêt à ce qu'on construise, parce que derrière, il faut effectivement des équipements collectifs, des écoles, de la voirie. Remettons ça à plat. La suppression du Pinel, le recentrage du prêt zéro, est-ce que c'est une manière de faire des économies, parce qu'il faut quand même voir que le budget du logement, c'est important, ça rapporte beaucoup, mais enfin c'est un budget très important, comme dans le budget de la France. Est-ce que c'est une manière de faire des économies et vous dites bravo? Non, le logement rapporte aux finances publiques. Là, on cite le coût brut, mais le coût net, c'est un gain pour les finances publiques. Après, est-ce que c'est l'État, est-ce que ce sont les collectivités locales? Donc je pense que c'est une erreur d'appréciation. Et il y a une forme de déni dans les politiques publiques depuis plusieurs années qui conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est très grave. Vous voyez, je fais un petit QCR. Le name and shame voulu, souhaité en tous les cas par Bruno Le Maire, pour les industriels qui, dans le cadre de l'agroalimentaire, refusent de venir négocier et de baisser les prix. C'est quoi votre position? Moi, je trouve que le meilleur name and shame, c'est celui des consommateurs. Si effectivement, à un moment donné, sur une marque donnée, les prix ont trop monté, je pense que les consommateurs savent arbitrer. Et cette espèce de stigmatisation qu'à la moindre occasion on provoque en désignant les bons, les mauvais, c'est une forme intrusive d'étatisation. Tiens, à propos de stigmatiser, il y a une note de l'Institut des politiques publiques qui a été rendue, qui est publiée aujourd'hui, qui a été rendue publique par nos confrères du Monde, démontre que pour les Français les plus riches, bizarrement, l'impôt est régressif. Une démonstration qui est étayée en fait par des données fiscales qui proviennent de Bercy. On voit que le taux effectif payé par les 0,1% les plus fortunés, 75 foyers, en fait, à la fin, ils ne payent plus que 26% d'impôts, là où nous, on en paye 46% en tous les cas pour ceux les plus riches. Est-ce que vous pensez que est-ce qu'il faut taxer les super riches? Voilà. Non, déjà, il y a plus de la moitié des Français qui ne payent plus d'impôts sur leurs revenus. Mais ça, on est d'accord, mais eux, ils ne sont pas concernés. Après, moi je m'exprime au titre du MEDEF, en tout cas en tant que candidat à la présidence du MEDEF. Je ne sais pas dire si dans ces fortunes, c'est l'entreprise qui représente l'essentiel du patrimoine ou s'il y a des patrimoines immobiliers considérables. Je ne sais pas répondre. Est-ce que ces actifs sont en France ou à l'étranger? Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a un symbole derrière que je ne méconnais pas. Il faut regarder, j'avoue, j'ai pas lu dans le détail cette étude. Il faut regarder ça. Mais bon, ça retombe, vous l'avez dit vous-même, ça retombe sur cette stigmatisation des riches. Mais non d'un chien, notre pays a besoin du plus grand nombre possible de riches. Est-ce qu'il faut le faire payer un peu plus, vu la situation budgétaire de la France, est-ce qu'il faut faire payer les riches plus? Mais non, ça ne réglera rien. On sait très bien où sont les poches, en quelque sorte, d'économie, ou de gains, plutôt d'économie. C'est sur le train de vie de l'État. Les dépenses courantes de l'État et du régime de santé publique. C'est là que sont. Mais là, on parle de dizaines de milliards d'euros. Si on commence à taxer les riches par dizaines de milliards d'euros, les riches, les super riches, comme vous dites, ils ont une faculté extraordinaire à se déplacer d'un pays à l'autre. Donc, ça ne rapportera rien et ça fera fuir de la richesse de France. Et en même temps, est-ce que vous trouvez qu'il faudrait créer une sorte d'ISF vert pour financer cette transition énergétique qui va coûter très cher à la communauté,
à nous particuliers, mais à vous, entreprises aussi. Est-ce que vous vous dites, ben oui, on peut avoir le temps, parce que c'est un passage, cette transition, comme son nom l'indique. Est-ce que vous y seriez favorable pour une période délimitée? Je ne sais pas si elle est courte ou, en tous les cas, à court ou moyen terme. Je vais être sans ambiguïté, j'y suis totalement défavorable. C'est absolument paradoxal, au même moment où on va avoir besoin de dizaines de milliards d'euros d'investissement, 40 milliards par an pour les entreprises pour se verdir, les entreprises, que finalement de ponctionner de la richesse chez les investisseurs. C'est aberrant. Et c'est démagogique. Est-ce que vous êtes très libéral? S'il fallait sur le plan économique, vous êtes ici à BFM Business, Patrick Martin, s'il fallait vous caractériser votre philosophie, elle est quoi? Vous êtes un libéral, un néolibéral? Vous êtes un conservateur? Vous êtes quoi? Non, je suis un libéral social. Je suis un libéral social, très inquiet de voir l'étatisation de notre société augmenter de jour en jour. J'ai évoqué la santé, mais je pourrais parler d'autres sujets. Et social en ce sens que, moi je pense que le système capitaliste ne peut pas perdurer s'il n'est pas très social dans ses approches et si par ailleurs nous n'avons pas un dialogue social extrêmement riche avec les organisations syndicales, que ce soit en interprofessionnel, dans les branches, dans les entreprises. Je crois que j'ai démontré que je mettais mes convictions en accord avec mes actes. Oui, eh bien c'est comme ça, on fera le lien tout de suite avec votre programme, parce que vous souhaitiez justement un agenda social autonome. Bref, vous dites au gouvernement, restez à votre place et nous, on est à la nôtre, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un agenda social avec les partenaires sociaux. Juste avant, moi j'ai lu votre programme attentivement, Patrick Martin. C'est normal, puisque vous êtes là et vous répondez à nos questions. Je dois reconnaître, on parle de croissance, on parle d'Europe, mais j'ai rien trouvé d'innovant. Vous voyez, du truc qui fait tilt. Est-ce que, comme vous-même, vous l'avez dans une tribune, vous dites c'est un programme issu du collectif. Vous avez voulu un peu, vous cacher derrière ce collectif? Je ne crois pas que ce soit mon genre de me cacher. Mais moi, les punchlines, l'innovation médiatique, c'est pas exactement ma tasse de thé, à tort ou à raison. Non, moi, je pense que ce programme, d'abord, il est argumenté, il est puissant. Et il y a une... Même la croissance, tout le monde veut la croissance. Mais non, alors j'ai entendu la croissance, c'est une évidence. Demandez ça à mon ami Jean-Marc Jancovici. Non, mais d'accord, vous demandez, à part les Verts et Jean-Marc Jancovici, mais sinon tout le monde prône plutôt une croissance. Non, je suis pas d'accord. Je peux vous dire qu'y compris dans ma propre famille, il y a, et c'est vrai, à bien des endroits, il y a des jeunes, singulièrement des jeunes diplômés métropolitains, qui sont philosophiquement décroissants dorénavant. Et donc c'est un débat complètement fondateur que de se demander si on s'inscrit dans une trajectoire de décroissance. Je pense que ça serait catastrophique et que ça générerait notamment le chaos politique à la fin, ou à l'inverse une croissance responsable, une croissance décarbonée. C'est ma thèse. Et je pense que si on s'accorde singulièrement avec les organisations syndicales en amont, en se projetant sur des horizons de moyen-long terme, après il y a beaucoup d'autres sujets qui se régleront beaucoup plus facilement. Je crois ne pas me tromper en disant que les organisations syndicales ne sont pas pour la décroissance, parce que destruction d'emplois... Oui, je vous dis, il n'y a pas grand monde quand même, à part si vous demandez au Vert, à Marie Tondelier ou à Jean-Marc Jancovici, c'est sûr que la question peut se poser. Non, je vous parle et je les respecte. Il faut les entendre. Je vous parle d'un nombre croissant de jeunes diplômés plutôt à ce jour, mais ça va probablement se généraliser, et c'est un débat qui est absolument fondateur. Donc voilà, c'est pas pour faire genre, c'est pas marketing, c'est la mère de toutes les batailles. Mais cette croissance, vous la générez comment ? Mais on la génère précisément en prolongeant la politique de l'offre, en faisant un effort massif sur ce qui est, pour moi, fondateur. Il y a des études très intéressantes de Patrick Artus, de Gilles Berset, qui démontrent que dans des pays qui n'ont pas de ressources naturelles, qui n'ont pas forcément une fiscalité très favorable à l'entreprise, formation, compétences, inclusion, c'est le sujet sur lequel, beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusque-là, on doit se mobiliser. Ça génère de la croissance. Je vous le démontre dans la nanoseconde, si vous le souhaitez. Bon, ensuite, il faut qu'on travaille beaucoup plus activement. On se laisse submerger par une espèce de délire réglementaire. Ça a été chiffré, ça coûte 60 à 70 milliards d'euros par an aux entreprises. Le chiffre, il n'a pas vraiment été... Enfin, il a été chiffré il y a très longtemps, en fait. Non, il a été chiffré récemment par l'IFRAP. Oui. L'IFRAP, l'IFRAP. Ah tiens, l'IFRAP pour vous, on aime beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Mais enfin, l'IFRAP, c'est quand même un think tank qui est assez à droite. Libéral.
Oui. libéral. Donc vous vous mettez dans cette lignée-là. Mais non, mais vous prenez FIPECO, enfin il y a un certain nombre, vous, même l'Institut Montaigne, hein, qui n'est pas de gauche non plus. Hein. Non, je pense que ce sont des gens sérieux, tout ça résulte de travaux approfondis. Alors c'est peut-être pas 70 milliards d'euros, c'est peut-être 50 milliards d'euros, mais la marée monte quand on voit ce qui se trame à l'heure actuelle au niveau européen, ou ce qui s'est fait d'ores et déjà en France avec un certain nombre de lois. On se crée de la complexité matin, midi et soir pour des résultats qui sont souvent dérisoires, voire négatifs. Dans votre programme, j'ai vu justement que vous proposiez encore une nouvelle baisse des impôts de production. Vous demandez moins 20 milliards, 20 milliards. D'ici 2027. Il y a déjà là la suppression de la CVAE qui est dans les tuyaux. En même temps, on a quand même... Vous avez entendu les propos du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, qui dit « Bon, on est dans une course à la baisse d'impôts, maintenant ça suffit, on n'a plus les moyens. Vous dites bah, « Tant pis, il faut continuer ». Non, mais il y a l'option rigueur ou austérité qui est récessive, qui est intrinsèquement récessive. Et puis, il y a l'option qui est une prise de risque, j'en suis conscient, mais enfin, les entrepreneurs sont faits pour ça, prendre des risques. Alors, il n'est pas inutile que les pouvoirs publics en prennent dans certains cas. On a effectivement obtenu 18 milliards en 2 temps, 18 milliards de baisse d'impôts. Je crois que c'est vraiment à mettre au crédit du MEDEF sur les 5 années écoulées. Si on veut ne serait-ce que rejoindre la moyenne européenne, il nous faut 20 milliards de plus. Et vous les trouvez où ? Non, mais déjà, parler de réindustrialisation, si on ne travaille pas, je le redis, sur emploi et formation et sur la baisse des impôts de production, c'est un non-sens. On parle pour ne rien dire. On les trouve où ? On les retrouve dans l'efficience de la sphère publique. Tout le monde le sait. Actuellement, il y a des réglages qui sont en cours de préparation. C'est une espèce de jeu de bonne taux. On va donner un peu moins de crédit de ceci et on en donnera un peu plus là. Mais c'est un jeu à somme nulle pour les entreprises. Et on ne traite pas le sujet de l'éléphant au milieu de la pièce que tout le monde connaît, qui est celui du train de vie de l'État et du système de santé. Oui, en même temps, on voit bien quand même qu'on peut aussi taper dans les aides aux entreprises. Hein. C'est entre 150 et 200 milliards d'euros. On peut peut-être supprimer quelques aides aux entreprises. C'est ce que j'appelle le jeu de bonne taux. Parce que finalement, ces 150 milliards ne font que compenser un surcroît de fiscalisation, de prélèvements obligatoires d'une manière générale pour les entreprises. Il n'en demeure pas moins qu'en net, déduction faite de ces 150 milliards, les entreprises françaises sont parmi les plus taxées du monde. Donc le chien court après sa queue. En net, c'est important de le préciser. Oui. Dont prélèvements sociaux. Oui, dont les prélèvements sociaux, ça c'est sûr. Si vous êtes élu président du MEDEF, est-ce que vous êtes prêt à tendre la main à Dominique Carlac ? À Dominique Carlac, très volontiers, j'ai du respect pour elle. Vous avez travaillé ensemble, hein ? On a travaillé ensemble en bonne intelligence. Je suis plus réservé quant à son alliance, c'est-à-dire les personnes qui l'entourent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'un souhaite qu'on abandonne le paritarisme de gestion, ce qui serait une hérésie de mon point de vue. L'autre veut qu'on intègre massivement les micro-entrepreneurs, dont beaucoup sont par ailleurs des salariés ou des retraités. Et puis sur un sujet de valeur, il y en a un troisième avec lequel je ne suis pas en accord. Elle propose une semaine de 4 jours. Enfin, en tout cas, elle dit qu'il faut réfléchir à une semaine de 4 jours. Mais elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Non, mais vous voyez le respect que j'ai pour elle. Elle n'a absolument pas dit qu'il fallait généraliser la semaine. Non. Elle dit il faut réfléchir à la semaine de 4 jours. Enfin, elle dit qu'il faut en tous les cas proposer une semaine de 4 jours et puis voir évidemment derrière les conséquences que ça a pour les entreprises. Mais rien n'interdit à ce jour la semaine de 4 jours. Ça se prête. Vous êtes favorable dans le principe ? Non, je suis favorable à la liberté. Si certaines entreprises et leurs salariés et les représentants des salariés considèrent que sans mettre en péril le fonctionnement de l'entreprise, sans créer de l'insatisfaction chez les clients, c'est possible, pourquoi pas. Après, est-ce que ça doit se traduire par une réduction du nombre d'heures travaillées ? J'en suis pas sûr. Mais souvenons-nous, on avait les lois d'Eurobien qui permettaient la réduction du temps de travail dans les entreprises à leur initiative. On est passé aux 35 heures. On a vu les effets ravageurs. Dominique Carlac n'a pas dit, et je ne dis surtout pas qu'il faut systématiser la semaine de 4 jours. Est-ce qu'il pourrait être, je ne sais pas, votre numéro 2, si elle acceptait, je ne sais pas. Mais après, je lui poserai la question. Non, mais vous, est-ce que vous êtes prêt Absolument. Oui, absolument. Absolument. D'accord. Mais sous la réserve que j'ai indiquée tout à l'heure. D'accord. Donc vous ne voulez pas de ces parce que je pense que sur la doctrine, sur les valeurs, je ne suis pas aligné avec eux. Je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne suis pas aligné avec eux. Vous entendez la petite manière, la petite musique, la petite dynamique autour de Dominique Carlac ? Ça vous fait un peu peur ? Moi, je suis en campagne jusqu'au 6 juillet. Après, j'observe les déclarations de soutien qui s'égrènent au fil du temps de la part d'électeurs. Parce que ce sont les électeurs auxquels on s'adresse, c'est pas Jean-Dominique Sénard ou c'est pas Christelle Edman. Mais par exemple, Jean-Dominique Sénard, qui est un homme pour qui j'ai le plus grand respect et que je connais assez bien, n'a peut-être pas mesuré
à qui était allié Dominique Carlac. D'accord, donc pour vous, ce sont ces alliés qui vous font peur. C'est uniquement ça. Peur, non. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ouais. Le MEDEF que vous souhaitez, moi j'ai lu votre préambule, vous dites s'il souhaite contribuer à la prospérité du pays, le MEDEF doit être un acteur central du débat public. Ouais. Vous considérez que ce n'était pas le cas? Là, Geoffroy Roux de Bézieux n'était pas dans le débat public? Mais écoutez, puisque j'ai été à ses côtés très actif pendant les 5 années qui viennent de s'écouler, je peux vous dire qu'on avait une feuille de route et qu'on a été télescopé très brutalement, comme tout un chacun, hein, par gilets jaunes, Covid, guerre en Ukraine, crise énergétique. On avait amorcé la pompe d'une certaine manière en installant un comité souveraineté et sécurité économique, avec une forme de prescience, puisque malheureusement les événements nous ont donné raison. C'est dans cet esprit que je considère que le MEDEF a toute légitimité, les entreprises ont toute légitimité à s'exprimer dans le débat public, sont attendues d'une certaine manière. Quand on voit la bonne image qu'ont les entreprises actuellement, ça légitime qu'elles s'expriment. Et puis nos adhérents en ont besoin. Quand on parle des effets de l'intelligence artificielle, à long terme ou à court terme, quand on parle pas vu grand-chose dans votre programme là-dessus, justement. Vous n'avez pas écouté mardi, ce que je pourrais tout à fait comprendre. Oui, oui. Enfin, mon programme fait 55 pages. Oui, il y a probablement peut-être un peu long. Oui. Non, ça veut dire qu'il a été travaillé, qu'il est complet et qu'il est sérieux. Travaillé avec 100 élus du MEDEF, plus quelques experts extérieurs. On se doit, les entreprises elles-mêmes, se doivent de s'interroger sur les conséquences fondamentales de la démographie. Les tensions de recrutement qu'on a aujourd'hui ne peuvent que s'exacerber du fait de la démographie. On doit s'interroger sur les effets pervers d'un certain nombre de dispositifs sociaux, par exemple la prime d'activité, qui conduit à ce que certains salariés, pas massivement, mais quand même, renoncent à des augmentations de salaire parce qu'ils savent devoir être exclus de certains dispositifs publics. Voilà, tout ça, on doit le poser pour éclairer nos propres travaux, pour éclairer nos adhérents, 190 000 adhérents, 10 millions de salariés, et puis peut-être pour éclairer l'opinion publique singulièrement sur le sujet croissance versus décroissance. Il y a un point important, vous voyez, c'est moi qui le souligne, et pourtant je sais que c'est important pour vous, ce sont les jeunes, l'inclusion. Ouais. Vous l'avez mentionné au début de cet entretien, mais là vous avez été hier à Marseille avec Moussa Camara, qui est le président fondateur, on connaît bien, déterminé. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a de quoi 250 000 jeunes qui sont exclus de l'emploi? Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, moi je suis très confiant, parce que ces jeunes qu'on maintient un peu en marge de la société, ou qui pour certains se maintiennent en marge de la société, comme les seniors, de toute façon, liés à la démographie, on va en avoir besoin. On doit s'intéresser à eux. Moussa Camara, que je connais depuis 10 ans, que j'aide, que j'accompagne, nous démontre par A plus B qu'il y a des talents, il y a des ambitions, il y a des appétits d'accomplissement chez ces jeunes et qu'il faut se garder d'en faire un bloc en disant c'est des fainéants. C'est pas vrai. Et donc dans les quartiers nord de Marseille, j'ai vu des choses assez impressionnantes, en positif comme en négatif. Mais pour les entreprises, il faut que les entreprises les embauchent. Bien sûr. Oui. Bien, écoutez, c'est comme les lycéens professionnels, ça sera moins compliqué, mais on va se réinvestir beaucoup plus. Moi, si je suis élu, dès le mois de septembre, mobilisation générale des entreprises pour commencer sur le lycée professionnel. On le doit aux 650 000 jeunes qui sont dans ces lycées et qui, pour 60% d'entre eux, ne trouvent pas de débouché professionnel, alors qu'on en a besoin. Merci beaucoup, Patrick Martin, donc candidat à la présidence du MEDEF.